Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Le nouveau visage de l'Assemblée nationale, plus jeune, plus féminin également, mais un président du Palais Bourbon, François de Rugy. La législature Macron est donc lancée depuis quelques heures et nous recevons l'un des artisans clés de cette majorité, Jean-Paul Delevoye. Bonsoir. Eh oui, vous avez eu un rôle actif, porté bien sûr par le fanion présidentiel, puisque vous avez présidé aux investitures de La République En Marche. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'AFP, avec Les Échos et Radio Classique. Et vous répondrez ce soir aux questions que viendront vous poser tour à tour Jérémy Marot, Jean-Francis Pécresse et Michaël Zamès. Trois grandes questions, donc. Ces marcheurs qui ont trouvé leur place dans l'hémicycle, alors dociles ou rebelles, feront impossible apparemment, puisqu'ils ont signé pour parler d'une seule voix. Deuxième question, comment la nouvelle majorité va-t-elle débloquer la France alors que la Cour des comptes s'apprête à dire la vérité douloureuse, plus douloureuse encore que prévu sur les déficits? Enfin, après l'Assemblée, est-ce objectif Sénat pour La République En Marche? Mais d'abord, une toute première question d'actualité. Puisque je le disais, pas de révolution féminine pour le perchoir, contrairement à ce qui avait été dit là, ces dernières semaines. Même on a parlé d'une promesse d'Emmanuel Macron. C'est un homme qui a été élu président de l'Assemblée, Jean-Paul Delevoye, l'écologiste tempéré François de Rugy, qui a beaucoup de qualités, vous allez nous les rappeler dans un instant, mais son seul défaut, c'est d'être un homme. D'abord, ce n'est pas un défaut. Ce qui est important, c'est la manière dont le groupe En Marche a choisi son président ou sa présidente. Tout est ouvert, tout est transparent, il y a eu un débat et évidemment il y a eu des candidatures féminines. Ensuite, le groupe s'est exprimé et a proposé un seul candidat. Librement. Mais absolument, je crois que si vous voulez, au sein du séminaire que j'ai eu l'honneur d'animer... Le team building du week-end dernier. J'ai pu me rendre compte de l'énergie, de l'appétence des parlementaires, mais surtout de leur exigence. On ne peut rien leur imposer. Ils viennent de la société civile. Certains ont exercé des responsabilités au titre des entreprises, d'associations. Oui, mais alors, ces dernières semaines, on les entendait tous et toutes dire « Oh là là, ce serait formidable une femme au perchoir ». Et à l'arrivée, c'était un homme. Oui, mais ça fait partie du débat. Il y a eu une volonté de dire oui, moi j'aimerais bien qu'il y ait une femme, et puis ce débat a été porté, il s'est traduit par le choix d'un président qui rassure, d'un président dont l'expérience permet de garantir qu'il saura être à la hauteur des différents enjeux. On voit déjà aujourd'hui à quel point il y a des députés qui veulent, notamment les insoumis, faire de la provocation. Nous avons absolument besoin aujourd'hui de trouver un débat apaisé au sein de l'Assemblée nationale. Avec un homme d'expérience, et un débat respectueux des différences et des oppositions. Voilà, avec quelqu'un qui a déjà la connaissance, c'est ça que vous voulez nous dire. Donc il a cette qualité-là, François de Rugy, mais la révolution qu'on nous avait annoncée, j'y reviens, excusez-moi, une femme, enfin quatrième personnage de l'État, non, c'est pas pour tout de suite. Sauf qu'il y aura la révolution, c'est ce que vous évoquez dans votre titre. Notre groupe a considérablement fait baisser la moyenne d'âge, a considérablement augmenté le taux de féminisation, et nous avons offert 50% des circonscriptions gagnables aux femmes. Donc nous avons joué notre part de façon très importante, d'ailleurs, à la volonté du président de la République de pousser au maximum cette parité. Il y aura la parité dans les commissions. Nous chercherons en permanence dans les nominations à faire en sorte que cette parité existe et vive. Très bien. Et pour le perchoir, ce sera dans 2 ans et demi, parce que alors c'est aussi un fait nouveau, notable. Il va y avoir un renouvellement désormais à mi-mandat. Ça, c'est une nouveauté. Donc on peut penser que la prochaine fois, alors, sera la bonne pour une femme. Il faut que vous intégriez que pour le mouvement En Marche, aucun poste, aucun titre n'est périn sans l'avoir justifié. Et donc l'évaluation est au cœur de notre démarche. Évaluation des ministres, évaluation et remise en cause de toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités au sein de l'Assemblée nationale. Et demain, lorsque le mouvement prendra vie, évaluation de nos référents, de celles et ceux qui exercent des responsabilités. D'accord. Alors vous avez parlé effectivement des éclats de voix qu'on aura sans doute du côté de la France insoumise. Et dans votre camp, certains parlent des aboyeurs de l'Assemblée concernant les extrêmes. Ils vous inquiètent? Pas du tout. C'est vrai que la réponse de vos élus, ce sera, quoi qu'il arrive, la bienveillance, le calme?
Absolument. Vous savez, le bruit camoufle quelquefois la faiblesse du fond. Et donc, c'est pas parce que l'on crée que l'on a forcément raison. Je crois qu'aussi nos concitoyens attendent qu'on mette un terme à ce que certains qualifiaient de cirque des questions au gouvernement, dans lequel la posture l'emportait et le bruit l'emportait sur la raison. Nos concitoyens ont besoin de retrouver fierté, respect des parlementaires. Et notre groupe sera extrêmement respectueux de celles et ceux qui ne font pas partie de notre groupe, des oppositions et des minorités. Bon, alors on verra à l'usage. La suite, tout de suite, avec Jérémy Marot de l'agence France Presse. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Michel. Une bonne question à Monsieur Delevoye. Bonsoir M. Marot. Bonsoir. Ces députés que vous avez soigneusement choisis durant des mois de processus, dressez-nous un peu leur portrait, leur profil. Est-ce que ce sera des députés godillots, avec le doigt sur la couture, ou au contraire, est-ce qu'on pourra les entendre exprimer leur voix, leurs convictions dans l'hémicycle? Il est évident qu'au sein du groupe, cette diversité est une richesse. Et nous avons très clairement dit au cours de notre séminaire que nous avions quitté la société de l'obéissance pour être sur la société de l'adhésion. Les ministres ne doivent pas demander aux parlementaires d'obéir, ils doivent les convaincre. Et la construction des amendements, la construction des textes doit se faire en co-construction. Et donc probablement faudra-t-il réfléchir à des procédures internes au groupe, de façon à éviter que les 340 ou 50 députés viennent avec chacun 10 amendements, ça encombrerait, mais au contraire qu'au sein du groupe, il puisse y avoir un débat sur des amendements moins nombreux mais plus denses, plus stratégiques, plus essentiels par rapport à l'esprit de la loi. Et donc, leur personnalité, leur indépendance, la façon dont même ils ont été élus, quelquefois à la surprise générale, fait qu'ils ont... La leur, souvent. La leur. Bien sûr, beaucoup de personnes ont déjoué tous les pronostics, parce qu'il y avait une vraie volonté de la population de porter à l'Assemblée des hommes et des femmes capables de porter un certain nombre de débats, de ne pas obéir, mais d'être dans la reconstruction d'un débat parlementaire qui va vous servir. Le débat, c'est pas l'écrasement de l'autre parce qu'il n'a pas la même étiquette de vous. C'est l'enrichissement par la construction. Or, notre société, aujourd'hui, a des positions inconciliables dont j'espère qu'au sein de notre mouvement et au sein du groupe parlementaire, on puisse se réapproprier des débats qui, au sein des partis politiques, radicalisent les positions et neutralisent l'action. Mais à la fin, il y a ce contrat avec la nation qu'ils ont tous signé sur cet engagement sur les grands chantiers. Ces grands chantiers sont très vastes. Quelle est leur marge de manœuvre? Est-ce qu'ils ne vont pas tous, finalement, parler de la même voix? Non, ils ont signé, d'ailleurs. Hein. On doit parler de la même voix. C'est écrit noir sur blanc. Oui, mais ce qui est important, c'est que lorsqu'ils étaient candidats, une des questions, c'est soutenez-vous, adhérez-vous au projet présidentiel? Évidemment, difficile d'imaginer que quelqu'un se batte pour être député en étant... Donc ce qui nous fonde, ce qui nous soude, c'est le projet présidentiel. Ensuite, nos cultures, l'origine différente des candidats fait que ce chemin pour soutenir le projet peut être divers. Et donc comment renforcer l'unicité du groupe et la diversité des expressions? Et donc ce qui n'est pas conciliable, c'est le soutien au gouvernement, au projet présidentiel. Donc à un moment donné, en exprimant les dissensus, il faut arriver à renforcer nos consensus. Ce qui n'est pas négociable vu des députés, c'est qu'ils soient bâillonnés et qu'ils soient obligés d'obéir sans s'exprimer. La peur, la hantise, c'est la fronde, on a compris. Mais non, la fronde, la pas hantise. Pas du tout. Bah alors si. je vais vous dire, pas du tout. Alors je vais vous dire, je suis convaincu, pour les avoir rencontrés, qu'ils sont d'une volonté de construction ensemble de façon extraordinaire. Aucun n'a l'esprit frondeur. Par contre, tout le monde a l'esprit de pouvoir exprimer et être entendu. C'est ça qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que dans un groupe, quelqu'un pourra s'exprimer, même contre le ministre éventuellement, pour tenter de le convaincre. Mais attendez, le débat, c'est ça. La diversité, c'est de permettre à chacun de dire par rapport à ça, est-ce que tu es d'accord ou pas? Et l'on voit bien que selon nos cultures sur la loi travail, entre la liberté de l'entreprendre, la protection du salarié, il y aura forcément au départ, quand on laissera la liberté de propos, des appréciations qui sont peut-être différentes. Mais à partir de ces appréciations, la co-construction permettra de renforcer une loi plus juste, plus profondément appropriée par l'opinion. C'est ça le sujet. Et pas du tout la fronde, mais au contraire la construction. Ce qui est intéressant, voyez-vous, quand vous dites cela, c'est que vous êtes encore dans la pensée d'hier, où l'unité, c'est la conformité. Il nous faut un peu de temps à nous. Non, mais pas du tout. Mais au contraire, cette unicité qui va se renforcer sera nourrie par la diversité. Quelle est la force d'Emmanuel Macron? C'est d'avoir fixé un cap, une vision, un projet, ce qui était complètement reproché aux appareils classiques. La deuxième chose, c'est basé sur des valeurs. Et ensuite, avec un calendrier très clair. Dans les 6 premiers mois, la loi sur le terrorisme, la loi sur la transparence morale et ensuite la loi sur le travail. Et ils ont tous intégré
cette volonté de séquencer les lois pour pouvoir transformer le pays. Et donc, ils sont pas du tout briefés. Ils sont au contraire en adhésion. C'est ça qui est intéressant. Ils ont cette plateforme informatique où on les alimente en éléments de langage, etc. Bien sûr. Ah, ils sont cornaqués, hein, quand même. Ils ne sont pas cornaqués, ils sont accompagnés. C'est différent. Tous les celles et ceux qui sont venus de partis différents et qui nous ont rejoints et qui avaient l'étiquette En Marche ont été absolument époustouflés par la puissance que nous mettions à leur disposition. Accompagnement pour les inscriptions à la préfecture, argumentaire, éléments de langage, réponse à des questions qu'ils se posaient. Et c'est cela, la nouveauté, c'est que nous sommes une famille d'hommes et de femmes venant d'horizons différents dans lesquels nous allons échanger en permanence, confronter nos opinions, confronter nos arguments, pour faire en sorte que sur le terrain, nous puissions convaincre. Est-ce qu'à la fin, finalement, ce patchwork idéologique, ça ne va pas semer les ferments de la fronde? C'est pas là qu'on va voir les lignes de fracture se dessiner au sein d'un groupe qui est énorme et finalement assez hétérogène? Vous savez, moi j'ai présidé pendant 12 ans ou 10 ans l'Association des maires de France. Mon bureau était composé de 50% de gens de gauche et 50% de gens de droite. 99% des décisions ont été prises à l'unanimité quand on travaille sur des causes. Et ce qui est totalement intéressant, c'est au contraire, quelle chance on a d'avoir sur la loi travail des cultures différentes qui vont permettre pour certains de vouloir libérer l'entreprise, pour d'autres au contraire, par leur culture, de vouloir protéger le salarié et de trouver le juste équilibre. C'est toute la force d'Emmanuel Macron, de faire en sorte de sortir de cette société qui était radicalisée par les postures politiciennes et qui neutralisait l'action, qui au contraire, à partir de ses positions, puisse essayer de trouver un chemin du consensus et d'équilibre entre l'intérêt des entrepreneurs et la protection des salariés. Il y a un mot qui revient beaucoup, j'ai vu, dans la déclaration politique du groupe, c'est progressiste. Ça, c'est martelé quasiment à chaque paragraphe. Progressiste et l'équilibre. Voilà. Et alors, on a appris aujourd'hui que Manuel Valls, finalement, allait siéger comme député apparenté au groupe La République En Marche. C'est le supplétif de dernière minute? Non, vous savez, lorsque Emmanuel Valls, que j'avais rencontré pour l'investiture, dans les critères, il n'était pas recevable et le président de la République a souhaité faire un geste. Nous avions été frappés par sa sincérité. Je quitte le Parti socialiste, je soutiens le projet présidentiel et au nom de cette sincérité, nous avions décidé de ne pas mettre de candidat contre lui. Et donc c'est une démarche logique et cohérente avec toutes les positions qu'Emmanuel Valls a prises. Mais nous respecterons Emmanuel Valls par son parcours, par le fait qu'il fut ancien Premier ministre, et c'est pas du tout un supplétif, c'est au contraire, nous sommes un espace politique dans lequel chacun peut apporter sa contribution à soutenir un projet qui ne peut que s'enrichir de cet apport. Vous disiez, le président a décidé de faire un geste concernant Manuel Valls. Il décide beaucoup quand même, le président. Il a la main aussi sur certaines investitures. On a vu aussi le message qu'il a envoyé en choisissant Richard Ferrand, qui a été choisi à l'Élysée. Est-ce que l'élection de Richard Ferrand, finalement, c'était pas un peu un simulacre? On a même parlé d'élection soviétique du côté du Parti socialiste. Alors oui, mais moi j'ai participé à cette élection et je peux vous dire que nous avons suggéré plusieurs candidatures. Mais chacun s'était exprimé en disant « mais nous mesurons bien la dimension du poste ». Diriger 350 députés, ça n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une autorité naturelle, il faut avoir un crédit, il faut avoir une certaine expérience. Et beaucoup ont dit « mais non, nous ne souhaitons pas être candidats parce que nous estimons qu'à cette dimension-là, Richard Ferrand à la dimension du costume. » Et nous avions décidé de voter à main levée, ce qui est le cas classique. Il y a eu 2 abstentions d'ailleurs en disant « je regrette qu'il n'y ait pas un autre candidat ». Mais tout simplement, personne ne contestait la dimension de Richard Ferrand à la dimension du groupe. Les convocations devant la police, la PJ de Rennes, vous inquiètent concernant Richard Ferrand? Non, parce que si vous voulez, chacun vit sa vie et les principes restent les mêmes. C'est-à-dire que si vraiment il y a une mise en examen, là, il y aura à réexaminer la position de Richard Ferrand comme d'autres. Vous savez, la force d'un groupe, la force d'un mouvement, c'est d'affirmer la force des principes. Les principes ne se discutent pas. Et les principes s'appliquent à l'échelon le plus élevé ou au simple militant. Mais là, on a dit qu'il y avait une différence justement entre le statut de ministre et le statut du président. Oui, il a lui-même dit qu'il ne mettrait pas en avant son immunité parlementaire. Donc les choses sont claires. Merci beaucoup, Jérémy. Puisque la suite de l'épreuve de vérité, tout de suite, c'est avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Jean-Paul Delevoye. Alors la Cour des comptes, selon des informations de presse, s'apprête à rendre public son
audit des finances publiques de la France. Et selon cet audit, il y aurait un dérapage de 9 milliards d'euros sur l'année 2017 qui aurait été cachés. Au fond, ma question est simple. Est-ce que vos réformes, est-ce que les réformes d'Emmanuel Macron ne sont pas compromises par l'ardoise laissée par François Hollande? D'abord, opération de vérité. Je crois que ce qu'il est important, je me souviens des quinquennats précédents, on avait du mal à faire le bilan, on avait même du mal à assumer le bilan. Nous ne cherchons pas à condamner les prédécesseurs, etc. Nous cherchons simplement à nous dire, à partir du moment où on a un programme quinquennal, avec une trajectoire qui sera demandée à chaque ministre, avec une responsabilité de chaque ministre de suivre cette trajectoire. C'est tout le crédit de la France à l'échelon européen et à l'échelon international. Il est important qu'on fasse le point, et moi je salue le travail de la Cour des comptes qui va très clairement afficher la réalité des chiffres et qui fait qu'effectivement nous risquons de passer au-delà 3,1, 3,2%, 3,3% du déficit. Ça veut donc dire qu'il y aura, à partir de ce constat, avoir un débat sur le moyen d'abord de ramener en dessous de 3% dès cette année si cela est possible, sur quels sont les efforts à consentir et ensuite comment rétablir une trajectoire à partir de cette situation que nous pressentions, mais dont nous avions besoin de savoir exactement quelle était la clarté. Il ne vous a pas échappé que sur cet aspect quinquennal, certes, cette situation est préoccupante à court terme. Par contre, on voit un certain nombre de choses qui, à moyen terme, semblent se dégager. Une relance de la croissance européenne, des perspectives de reprise d'entreprises et d'investissements, un regard international positif sur la France. Et si le programme législatif aboutit dans les délais les plus brefs, des signaux extrêmement forts sur une mobilisation pour accélérer cette perspective de croissance. Avec des perspectives donc à plus moyen terme, mais à court terme, il va falloir prendre des mesures face à ces déficits. C'est ce que disait hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On l'écoute. Nous ferons avec Gérald Darmanin, au Premier ministre, au Président de la République, un certain nombre de propositions qui concerneront tous les secteurs de la dépense publique. On ne va pas passer le rabot sur un ministère ou sur un autre. Il faut que l'État, les collectivités locales, les dépenses sociales, chacun fasse un effort pour qu'au bout du compte, nous retrouvions notre liberté et nous respections nos engagements européens. Si nous ne faisons rien d'ici la fin de l'année 2017, eh bien nous ne tiendrons pas nos engagements européens. Nos engagements européens, c'est ce que disait aussi le commissaire européen Pierre Moscovici sur Radio Classique hier. Il disait qu'il n'est pas question que la France ne repasse pas sous les 3% comme elle s'y est engagée. Donc il y a un objectif de court terme qui paraît quand même très dur à atteindre sans renoncer peut-être à certaines baisses d'impôts. Tous les débats sont sur la table. Le ministre l'a dit, il fera des propositions au Premier ministre pour voir très clairement quelles sont les mesures à prendre, plutôt que d'avoir ce que souvent il était décidé, un rabot uniforme. Nous avons besoin, à partir de cette lecture très précise de la situation de la France, de voir effectivement si tout est possible ou si tout doit être reporté en matière de baisse d'impôts, ou en tout cas des économies importantes en matière de dépenses publiques. Il y aura aussi une visibilité, l'on voit bien sur le régime des retraites, et l'on voit bien par rapport sur l'UNEDIC. Ce qui est important avec le président de la République et ce nouveau gouvernement, c'est que l'on a une visibilité sur 5 ans. Et avec non, mais là, vous nous dites que des choses pourraient être reportées. Là. Mais je pense, non, mais mais je n'en sais rien. Mais la taxe d'habitation, la baisse de la taxe d'habitation. Écoutez, je pense qu'à partir de ce constat, le ministre de l'économie fera des propositions au Premier ministre, et le Premier ministre regardera ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est difficile de faire, ce qu'il est souhaitable de faire. Et les parlementaires auront aussi ce type de débat. À partir de ce moment-là, il ne faut s'interdire rien. Sauf une seule obligation, revenir en dessous des 3% et reprendre une trajectoire positive. Il y a des engagements de campagne qui ont été pris et vous n'ignoriez pas quand même qu'il y avait un certain nombre de dépenses budgétaires qui n'étaient pas financées, qui étaient cachées, qui étaient sous le tapis d'une certaine manière. Tout le monde a parlé de ça pendant des mois et des mois. Est-ce que vous êtes prêt à nous dire maintenant que vous découvrez une situation qu'on connaissait à peu près tous quand même ? Alors, ce qui est clair, c'est que lorsque le candidat Emmanuel Macron a fait son programme avec Jean Pisani-Ferry, il a été salué par la totalité des économistes, un, sur la qualité de ses prévisions, et deux, il s'est basé sur les chiffres qui étaient à notre disposition. Et l'on voit bien que si l'on commence à faire des campagnes sur peut-être que des hypothèses sont moins bonnes, sont meilleures, etc., on a tout vu. On a vu aussi des candidats qui se basaient sur des scénarios extrêmement irréalistes. Et donc aujourd'hui, notre situation est une situation de franchise et de transparence avec l'opinion. De retour au réel.
Pardon ? De retour au réel. Absolument. Vous savez, la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques, c'est certes l'exemplarité, c'est certes la transparence, mais c'est aussi la vérité. Et je crois qu'il ne faut rien cacher. Rien cacher sur la réalité des chiffres et sur les efforts à faire pour revenir. Et ensuite, il y aura une pédagogie à expliquer pourquoi ces efforts sont nécessaires pour redonner une dynamique européenne qui garantira un meilleur futur pour nos concitoyens. Vous allez remettre un peu de Fillon, au fond, dans le programme Macron, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire ? Je vous rappelle que M. Fillon commençait à perdre parce que personne ne croyait à la capacité de pouvoir mettre en œuvre son programme, rappelez-vous, sur la suppression des fonctionnaires, sur la réduction des déficits, etc. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce genre de formule classique, il n'y a pas d'un côté les méchants et les bons. Il y a aujourd'hui des chiffres. Et comme le disait Tony Blair, de bonnes ou de mauvaises politiques. Aujourd'hui, la France a la capacité de pouvoir tirer profit des feux verts qui sont en train de s'ouvrir à l'échelon européen, et y compris à l'échelon de la France. Si nous ne prenons pas les mesures de rectification par rapport à la situation plus négative que nous imaginions, bien évidemment, nous allons rater cette opportunité de la croissance. Demain matin, le gouvernement présente le projet de loi qui l'habilitera à faire par ordonnance sa réforme du Code du travail. Est-ce que cette réforme, elle va suffisamment loin à votre goût ? Il y a une demi-réforme sur le contrat de travail et les seuils sociaux que les entrepreneurs souhaitent voir relevés ne sont pas dans ce projet de réforme. Est-ce que ça va assez loin ? C'est la caractéristique du gouvernement, c'est de trouver toujours, entre le souhaitable et le possible, un chemin d'équilibre. On n'est plus dans l'ère des postures où on faisait croire, c'était le cas de M. Fillon, c'est moi le plus fort, le plus costaud, personne n'y croyait. C'était le cas de M. Hamon qui faisait rêver tout le monde. Aujourd'hui, entre ce qui est souhaitable par les uns et ce qui est interdit par les autres, il faut trouver une juste mesure. Et c'est exactement ce qui a été fait sur l'ISF, ce qui va être fait sur la loi travail, ce qui va être fait demain sur les systèmes de retraite. Nous avons besoin aujourd'hui de faire prendre conscience à nos concitoyens qu'il ne s'agit pas de les punir pour les erreurs du passé qu'ils n'ont pas commises, mais qu'ils subissent, mais d'essayer ensemble de construire quelque chose de possible et de souhaitable pour chacun. Merci Jean-Francis. C'est les dernières parties de l'épreuve de vérité, Monsieur Delevoye. Au revoir, Monsieur Pécresse. Avec Michael Zamès de Public Sénat qui arrive. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Delevoye. Bonsoir Monsieur Zamès. Alors après l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes parti pour prendre le Sénat ? Oui, la présidente... Alors, attendez. Oui, objectif Sénat. J'ai mal entendu votre question. Il ne s'agit je pas vous de la prendre le répéter, Sénat, si de préparer les élections sénatoriales. La réponse est oui. Et donc la présidente, Mme Catherine Barbaroux, m'a confié la présidence de la Commission nationale d'investiture. Nous avons déjà commencé un peu nos travaux. Nous allons démarrer jeudi notre première réunion de façon à pouvoir, département par département, être présent partout. Partout. Il y aura des listes République En Marche partout. Nous aurons une position du mouvement partout. Et donc, il y a des débats aujourd'hui très clairement posés. Quand vous dites position, soyons clairs, des candidats. Ça veut dire que des candidats estampillés En Marche partout, ou éventuellement des listes sur lesquelles il y aura le label majorité présidentielle avec la possibilité d'une inscription dans d'autres groupes. En tout cas, c'est un débat que nous avons actuellement, puisque l'on voit bien que la réalité du Sénat est très différente de celle de l'Assemblée nationale et qu'un certain nombre de personnes sont très attachées à pouvoir soutenir la politique du président de la République et en même temps de pouvoir rester dans leur groupe d'appartenance. Justement, c'est l'un des critères qui a poussé aujourd'hui François Patriat, le sénateur de Côte-d'Or, à créer ce groupe, un groupe autonome, il le veut, qui soutient véritablement à 100% le chef de l'État, car du côté du PS comme de LR, il le dit, les options sont trop nombreuses entre abstention, entre opposition ou soutien plus ou moins bienveillant. On écoute M. Patriat. Le formidable printemps démocratique qui a eu lieu au cours de ces dernières semaines ne peut pas rester à la porte du Sénat, pour un souci premier de clarification. Vous avez compris que certains groupes, aujourd'hui, réfléchissent entre eux pour savoir quelle sera leur ligne. Et nous ne pouvons pas, nous, qui sommes adhérents d'En Marche ou qui sont en instance d'adhérer à En Marche, exister dans un groupe où l'ambiguïté survivrait. Qu'est-ce que vous dites à François Patriat ? Par exemple, quand on regarde la composition du groupe, c'est 70% venus du Parti socialiste. Est-ce que quelque part ça vous gêne ? Non. Non, parce que ce qu'il faut intégrer dans le cas Macron, qui perturbe toutes les analyses politiques classiques, c'est qu'il ne faut jamais l'analyser de façon statique.
il faut l'analyser de façon dynamique et avec une temporalité différente. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Ça veut dire que dès qu'il engageait la campagne présidentielle, il avait déjà un regard sur les législatives. Dès que nous étions sur les législatives, nous avions un regard sur les sénatoriales, sur les européennes et sur les municipales. Et que ce qui est vrai aujourd'hui pour la maturité de la division du Parti socialiste va devenir vrai demain pour les Républicains, juste après les législatives. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, tous les débats qu'il y a dans les groupes dits classiques sur le vote de confiance. 125 pour l'instant. Ce groupe, il est amené à s'élargir. Vous espérez, vous demandez par exemple aux centristes de venir vous rejoindre? En tout Ils cas, sont pas là pour l'instant. Non, mais je veux dire qu'il y avait besoin d'avoir un groupe qui était très clair dans sa tête et dans sa position pour dire nous sommes en marche, nous allons soutenir le projet présidentiel et ça ne se discute pas. Et puis autour de cela, ce qui est vrai à l'Assemblée nationale aussi, nous aurons toute une série d'hommes et de femmes qui, quelle que soit leur appartenance, estiment qu'ils ont besoin d'apporter leur soutien à la majorité présidentielle. Et beaucoup disent d'ailleurs, nous ne voterons pas contre la motion de confiance posée par le gouvernement. Et donc petit à petit, la clarification de l'offre politique à laquelle nous amène Emmanuel Macron, qui consiste à revenir non pas sur des clarifications pour le pouvoir, mais une clarification sur les idées, fait que sur les quelques années qui viennent et sur le quinquennat, nous assisterons à des évolutions du mouvement qui grandira au fur et à mesure. S'il est amené à grandir justement ce mouvement, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, vous qui êtes président de la commission d'investiture, à vous dire pourquoi pas un candidat pour la présidence du Sénat? On parle beaucoup du sénateur centriste Michel Mercier, qui visiblement serait tenté. Alors, nous sommes pour l'instant préoccupés par analyser par chaque département le choix de nos candidats et le choix de nos listes dans les départements à proportionnel. Il appartiendra, au vu des résultats, de tirer les analyses des pondérations politiques, absolument. Chaque chose en son temps. Mais vous seriez favorable, par exemple, à un candidat issu de vos rangs? Mais pourquoi pas, bien sûr. Mais ça fait partie des hypothèses. Il faut écarter aucune hypothèse, vous savez. Pour le parti, est-ce que vous-même, vous seriez candidat à la présidence de ce parti? Et je parle de La République En Marche. Alors, la question ne se pose pas. Moi, je suis, avec le président de la République, porteur de mission demandée par Mme Barbaroux. J'ai rempli ma mission avec les membres de la commission pour les législatives. On m'a demandé d'exercer cette même responsabilité pour les sénatoriales. Moi, je me contente de mes missions. Voilà. Donc, ce sera quoi la direction? Une direction je n'en sais rien. Collégiale ou même Barbaroux je ne sais pas. Non, Mme Barbaroux a très clairement indiqué qu'elle mettait un terme le 8 juillet à ses fonctions. Donc, une direction collégiale, c'est imaginable? Et tout est, je sais que tout l'échéance est proche quand même, vous devez avoir une idée. Non, je sais qu'il y a une étude des statuts qui a été mise en place, et il y a des consultations parlementaires, il y a des consultations des référents. On garde cet esprit de participation où chacun se sent concerné par les critiques, les formulations, les propositions à faire pour l'analyse des statuts. Et ce parti politique naîtra le 8 juillet. Alors je n'en sais pas plus que vous, et en tout cas, moi, à titre personnel, pas du tout. Vous avez vu les 577 candidats, et bien plus aux législatives. Vous voyez maintenant les candidats aux sénatoriales. Vous avez répété pendant la campagne que vous en aviez marre de voir les parlementaires fatigués. Est-ce que vous en croisez encore beaucoup? Ce que je voulais dire, c'est que ma préoccupation, c'est de lutter contre la fatigue parlementaire. Quand je voyais les parlementaires qui, à l'issue de leur premier mandat, estimaient qu'ils étaient fatigués et qu'ils n'allaient pas se représenter. Pour moi, c'est quelque chose de préoccupant. Il faut que le parlementaire retrouve le plaisir d'être parlementaire. Et puis, je sentais aussi la fatigue des électeurs, qui ne voulaient même plus aller voter. Sur ces deux fatigues, nous avons besoin d'engager un vrai combat du plaisir du parlementaire et du plaisir du citoyen à aller voter. Merci beaucoup, monsieur Devois. Merci à vous. Merci, Michael. Bonsoir à tous. À la semaine prochaine.